non, l'ONF, les missions de l'ONF, donc on en a 3 qui sont principales, qui vont correspondre à la production de bois, à l'application d'aménagements forestiers dans le but de veiller à la bonne régénération et au bon état sanitaire des forêts, et aussi un objectif d'accueil du public. La forêt elle a un rôle très très important au niveau de la biodiversité, encore plus dans le département du Nord, parce qu'on est un des départements le plus peuplé en France et on est aussi un des départements le moins boisé. Donc il y a toute une biodiversité qui a féodé au milieu forestier et comme nous avons très peu de forêts, ça donne encore plus d'importance à cette biodiversité liée à la forêt. Hein. Le bois en tant que tel stocke énormément de carbone et le fait de produire de l'oxygène aussi, hein. On sait tous que les arbres produisent de l'oxygène et elles ont tout un autre rôle qui est de fixer les sols par exemple, de rendre potable l'eau, enfin le stock d'eau et puis la phytoépuration, hein, c'est-à-dire que les végétaux vont purifier l'eau pour la rendre potable et donc ce sont tous des moyens pour lutter contre le changement climatique et tout ce qui en découle. Les entités à l'ONF, notamment tout ce qui est DSF, concernant la santé des forêts, on a des personnes qui viennent sur place dans les massifs forestiers pour étudier un petit peu l'état sanitaire de certaines essences d'arbres. Je sais que récemment, on a eu ça sur le chêne pédonculé, pour voir comment se porte le chêne pédonculé dans nos forêts ici, dans le nord de la France. Les principales essences qu'on va trouver, c'est le chêne pédonculé, le hêtre commun, le chêne sessile aussi, qu'on trouve mais plus localisé sur certains secteurs, notamment liés au type de sol. Et après, il y a il y a une diversité qui est quand même assez intéressante. On retrouve des érables sycomores, des merisiers, des bouleaux, quelques érables planes. C'est assez diversifié. En feuillu, c'est assez diversifié. Résineux, ce sera épicéa commun et Douglas. Alors c'est la partie la plus compliquée de notre métier et c'est aussi la plus intéressante, c'est d'arriver à concilier un peu les intérêts de chacun. Comme vous l'avez précisé, les chasseurs, les promeneurs, la filière bois, la biodiversité. Et donc nous le modèle que l'on a à l'ONF, c'est d'arriver à essayer de satisfaire tout le monde sur la même superficie et c'est très compliqué. Parfois c'est l'exploitation qui va prendre le dessus sur la chasse ou parfois c'est la biodiversité qui prend le dessus sur l'exploitation. Et c'est vraiment très compliqué dans notre métier, mais c'est aussi très très satisfaisant quand on y arrive. Et donc nous, en fait, notre boulot, c'est de se baser sur ces documents d'aménagement et de faire appliquer ce qui a été validé par le ministère et travaillé en amont par les aménagistes, tout en conciliant voilà, ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, on a aussi tout ce qui est comment dire, feu de forêt qui rentre en compte, hein, voilà. L'été, quand on est en vigilance orange ou rouge pour tout ce qui est feu de forêt, bah ça prime sur tout le reste, clairement. C'est arrêt complet des manifestations sportives ou des animations en forêt, des exploitations, de tout ce qui peut se passer. Voilà, c'est la sécurité avant tout. Alors, bien souvent, c'est dû à des incivilités, des gens qui vont jeter un mégot ou qui vont faire un barbecue, brûler des voitures, etc. Mais en fait, il y a un suivi qui est mis en place à l'ONF par rapport à tout ça. Et tous les étés, on nous demande chaque semaine de faire un suivi sur les triages de chaque collègue pour voir un peu le niveau de sécheresse de la végétation. Et notre objectif, ça sera de parcourir les différents massifs qu'on doit parcourir et alerter, faire de la sensibilisation auprès des gens expliquant, voilà, on ne fume pas en forêt, pas d'apport de feu, etc. Et aussi d'être vigilant si on voit des débuts d'incendie pour tout de suite pouvoir prévenir les pompiers. Et en cas d'incendie avéré, on doit être à la disposition des pompiers pour voilà, cadrer le secteur, leur montrer sur une carte les parcelles les plus sensibles, là où il faut faire attention et tout ça. C'est justement en lien avec ce changement climatique. L'ONF essaie d'anticiper, puisque la forêt est un pot de temps qui est très long. Elle essaie d'anticiper en implantant des essences qui génétiquement sont favorables au climat que nous allons pouvoir avoir d'ici 50 ou 100 ans pour qu'elles soient résistantes à ce climat. Et justement, l'idée c'est d'implanter ces essences tout de suite pour qu'elles résistent dans le futur.
C'est ce qu'on appelle les îlots d'avenir. Donc on en a un ici sur Mormal avec des liquides en barre. On a 1 hectare en fait uniquement de liquides en barre qui ont été plantés. Pour ça qu'à Trélon, ils ont réalisé le projet d'arboretum avec 47 essences différentes qui sont autres que les essences dont on a l'habitude de trouver dans nos forêts. Et notamment, donc il y a beaucoup d'essences du sud, donc beaucoup de chênes qu'on va trouver plutôt dans le sud, mais aussi des essences, notamment pour les résineux, qu'on a essayé d'aller chercher en Amérique et ou dans les pays plus à l'est en fait. Tous nos plants, en tout cas l'ONF produit également des plants, on a une entité de sécherie et de production, mais même tous les plants qu'on va planter en forêt, il y a une traçabilité derrière, il y a une origine, un contrôle, les peuplements. Initialement, ils sont classés, donc en fait, on ramasse pas des graines n'importe où, dans n'importe quelle forêt. Sur la forêt normale, ça a forcément un gros impact, puisqu'on est sur une forêt qui produit beaucoup de bois, qui produit beaucoup de chênes, et du chêne de qualité. Donc forcément, l'impact économique est plus important que sur une forêt qui n'aurait pas de valeur économique. Par contre, ce n'est pas un critère qui prend le dessus sur les autres pour autant. Donc on a un plan de gestion sur 20 ans. Et ce plan de gestion définit toutes les parcelles qui vont être régénérées et sous quel pas de temps elles doivent être régénérées, si elles doivent être régénérées sur le début des 20 ans ou sur la fin. Et après, ce plan de gestion prévoit aussi toutes les coupes d'éclaircies qui sont réalisées durant toute la vie du peuplement. Et les recettes en fait qu'on va tirer notamment de la vente des bois, ça va toujours être un réinvestissement puisque derrière, va y avoir tous les travaux notamment, c'est les travaux sylvicoles qui ont pour but de faire améliorer les jeunes régénérations naturelles ou artificielles. Nous, notre objectif, c'est qu'on arrive à l'équilibre. Voilà, comme expliquait Thomas, d'une forêt à l'autre, il peut y avoir le même nombre d'animaux, même si c'est impossible d'estimer un nombre exact d'animaux au sein d'un massif forestier, parce que ça reste des animaux sauvages. Et donc, du coup, dans 2 forêts différentes, on peut avoir le même nombre d'animaux et ne pas avoir le même impact sur la végétation. On va se baser sur plusieurs années et regarder les courbes d'évolution. Si la courbe augmente, c'est que la population augmente. Si ça diminue, c'est que ça diminue. Et nous, en fait, derrière, on va établir nos plans de chasse. On a plusieurs indicateurs, soit des indicateurs sur les animaux à proprement parler, c'est-à-dire le nombre d'animaux au kilomètre. Hein. Donc pour les chevreuils, c'est le nombre de kilomètres parcourus en voiture, les ICA, indice kilométrique d'abondance. Donc là, nous avons des circuits que nous reproduisons tous les ans, à la même période et aux mêmes heures. Donc le chiffre que nous obtenons à la fin de chevreuil vu ne permet pas d'estimer la population, le nombre d'individus. Ce n'est pas un comptage, c'est bel et bien un indice. Ça nous permet juste de voir si la population est stable, a-t-elle tendance à baisser ou à augmenter. Donc ça, c'est pour le chevreuil principalement. Nous avons les INOR, les indices nocturnes d'abondance, qui concernent eux les grands cervidés, donc l'espèce cerf. Donc là, pareil, c'est un indice qui est fait la nuit, avec un phare où nous éclairons la forêt. Et pareil, nous comptons le nombre d'animaux vus. Et après, nous avons des relevés sur la végétation. Parce que, avec la même population, sur 2 forêts différentes, l'impact sur la végétation ne va pas être la même, puisque la forêt n'a pas forcément la même capacité, ne pousse pas autant. Et donc nous faisons tous les ans donc, des IC, des indices de consommation. Et donc pareil, ça nous donne en fait un indice qui est la pression que les animaux, les ongulés, ont sur la forêt. Donc il est martelé ce truc alors? Non, on va le marteler cette année. C'est beau, là, j'ai pas... Là, ça c'est l'entrée de la galerie, ça me paraît super haut. Mais je sais Je pas. pense que c'est autre chose. C'est beau. Après, est-ce qu'il n'y a pas un autre insecte Si tu vois ça, des petits trous comme ça, ouais, je veux bien. Et en fait, on regardait, c'est surtout par rapport au fait de voir si c'était bien ça qui avait amené la mortalité, en fait. Parce que ce qui est possible aussi, c'est que l'arbre il soit mort naturellement et que le scolyte il soit venu quand même après dedans. Mais donc ça, c'est pas de l'épicéa commun, ça c'est l'épicéa tsitka. Donc c'était un peu différent. C'est une essence qui demandait plus en termes d'humidité atmosphérique et en termes d'eau en fait. Et donc elle est encore plus sensible que l'épicéa commun
à ce sujet de dépérissement. Il faut savoir que ça va très vite en fait et le scolyte il va s'envoler plusieurs fois. Il va s'envoler plusieurs fois sur la même année. En fait, il est bloqué que par la pluie et puis par les conditions climatiques qui peuvent être plutôt froides. Et donc des fois ça va à une vitesse de dingue en termes de surface en fait. Et ça c'est un problème parce qu'en fait dans les années 70 on en a planté énormément, non pas que bon ici il y en a quelques-uns en plaine, mais ça reste nous on est sur une majorité de feuillus quand même. Ailleurs c'est pas le cas et c'est une catastrophe d'un point de vue sanitaire quoi. Mais nous ça reste assez ponctuel, enfin je me rends pas compte à Mormal, mais sur les communales, en tout cas à Fourmi, il l'avait fait pour avoir un relais de production après la guerre. Et voilà, ça représentait pas énorme. La forêt de Mormal a été rasée à la Première Guerre mondiale pour les 2/3. Sur les 2/3, donc 6 000 hectares. Et donc c'est les parcelles qui ont été replantées et ressemées par les Allemands en dommages de guerre. Donc ce qui nous amène aujourd'hui où les 2/3 de la forêt à 100 ans, quoi. Et on a aussi quelques peuplements qui eux n'ont pas été touchés à la Première Guerre mondiale, qui eux forcément sont beaucoup plus vieux aujourd'hui. C'est un bien commun aussi, mine de rien. Enfin, bien que ça appartienne à l'État, c'est un bien commun. Enfin, tout le monde, voilà, il s'y promène, donc c'est la respecter. Je pense que c'est voilà, la meilleure façon de lui apporter quelque chose de positif, je pense. Et en soi, à travers ça, c'est aussi s'instruire sur le sujet, se poser des questions, aller aux expositions, par exemple, et puis voilà. Je pense que c'est la meilleure des choses, du coup. On nous attaque sans venir poser les questions, etc. Voilà. Après, on a souvent du discours, enfin, c'est très, très instructif, notamment sur la coupe qu'on était allé voir là, avec le public. En fait, enfin, c'était marrant, mais on pensait que c'était des mauvaises herbes sous les grands chênes. Ah non, c'est pas la mauvaise herbe, non, non, c'est les petits là qui vont devenir comme ça, qui sont en dessous. Et effectivement, si on n'était pas allé les amener sur place, en plein milieu de la parcelle, pour leur montrer, bah regardez, en fait, ça c'est des chênes, c'est des bébés chênes qui vont devenir comme les grands pépères que vous voyez derrière. Bah, et si on n'avait pas discuté autour sur comment ils passent de ça à ça, et ben je peux comprendre, mais je peux comprendre. Donc c'est pour ça qu'on aime bien amener les gens maintenant sur place, leur montrer. Mais c'est pas très flagrant. Je sais pas si vous le voyez là, bah, il y en a pas tout ça, c'est vraiment. On a tout, Bah, hein. toute la zone, elle est Ouais, consommée, là. ça, c'est- De toute façon, un cerf, c'est 30 kilos de bourgeons par jour. Quand vous connaissez le poids d'un bourgeon, en fait, c'est assez simple de s'imaginer. C'est-à-dire que ça, c'est déjà ancien. Bah, c'est-à-dire qu'un chêne qui va arriver là-dedans, son espérance, elle est de zéro, hein. Il va se faire manger première année, deuxième année, il peut pas se développer, terminé. Pas de ça dont vous parliez tout à l'heure? C'est ça, là, le bousier. Du coup, on a regardé, c'est Ah oui, bousier des bois. c'est le bouvier des bois. Oui, avec Ah, les ça, reflets j'en ai pas bleus. tout le temps. Avec Ouais. reflets bleus. Mais sinon, il y en a un autre, effectivement, avec des reflets jaunes. Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, faut aussi comprendre qu'il y a effectivement les essences qui vont changer, mais nos techniques aussi, elles vont changer. C'est-à-dire qu'on est déjà passé sur de la gestion futée irrégulière à certains endroits, donc c'est forêt à couvert continu, c'est-à-dire qu'on va régénérer par zone plus petite. Et en même temps, là où on est encore sur du régulier, on essaie d'avoir une sylviculture qui est un peu plus dynamique dans un objectif que l'arbre puisse être en pleine possession de tout ce qu'on peut lui donner, donc eau, nutriments, soleil, pour justement qu'il soit le moins faible possible. Donc la sylviculture d'arbres, elle a un rôle aussi là-dedans. Et c'est une des techniques qu'on applique par rapport à ça. Le respect des sols fait partie entièrement de l'avenir de la forêt. Et on parle donc du réchauffement climatique, mais le sol, ça fait partie de nos objectifs à l'office, en tout cas de développer. Donc la communication, donc, on a dit c'est technique, mais on essaie vraiment de le mettre en avant. Et donc nos techniques aussi d'exploitation. Voilà. Après, ici, la fierté, c'est aussi de savoir qu'on a certains arbres qui sont partis pour Notre-Dame, à la forêt de Mormal. Ouais. Et ça, c'est quand même une fierté parce que toutes les forêts, non, enfin, nous, on avait c'était les plus beaux arbres de France, hein, et ici, il y a combien de parcelles 2 parcelles 2 parcelles. où 2 chênes ont été sélectionnés pour participer à la reconstruction. Donc, il y a un peu de Mormal à Notre-Dame. Voilà.